Vous êtes sur CGTN Français en direct depuis Beijing. Bienvenue dans l'essentiel, l'émission qui décrypte tous les mardis et jeudis les grands sujets d'actualité internationale avec nos analystes sur place et en ligne. Les tensions montent en Ukraine. La situation semble s'accélérer depuis ces derniers jours alors que les États-Unis ont évoqué une intervention militaire imminente russe et ils ont décidé de déplacer leur ambassade en Ukraine de Kiev à Lviv. De son côté, la Russie continue de se préparer en vue d'une possible offensive et affirme avoir commencé à réduire sa présence diplomatique en Ukraine. La tension remonte-t-elle d'un cran et les échanges diplomatiques sont-ils tombés dans l'impasse? Nous vous invitons à participer à notre discussion en envoyant des messages via nos réseaux sociaux. Et sur le plateau se trouve avec moi Nicolas Hireusin, commentateur de CGT1, et en ligne avec nous Monsieur Sutiebing, spécialiste en relations internationales, et également Elsa Sureux, correspondante de CGTN à Paris. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Des efforts diplomatiques sont en cours depuis janvier après que les pays occidentaux ont fait craindre que la Russie ait l'intention d'envahir l'Ukraine. Entre-temps, le président ukrainien a appelé les citoyens à mettre fin à la panique. Et voici un tour d'horizon des différentes parties impliquées dans la crise et dans les efforts qu'elles ont déployés. Le 12 janvier, la Russie a commencé à exposer aux 30 alliés de l'OTAN ses exigences en matière de garantie de sécurité en Europe. Ces décisions ont été prises après d'intenses discussions avec les États-Unis à Genève, qui ont montré que les deux parties avaient de grands différends à surmonter. Fin janvier, les États-Unis et l'OTAN ont officiellement rejeté les demandes de la Russie. Poutine a accusé l'Occident d'ignorer les préoccupations de Moscou en matière de sécurité et de créer délibérément un scénario destiné à l'attirer dans la guerre. Je tiens à mentionner que nous étudions de près les réponses écrites des États-Unis et de l'OTAN que nous avons reçues le 26 janvier. Mais nous pouvons déjà constater que les préoccupations fondamentales de la Russie ont été ignorées. Moscou a deux préoccupations majeures concernant l'OTAN. Elle veut des garanties que l'OTAN ne s'étendra pas plus à l'Est en Europe et que l'OTAN n'accordera pas l'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance. Je ne pense pas que vous vous attendez à ce que je dise autre chose que de confirmer que c'est l'un des domaines où nous avons la plus grande différence de vue avec les États-Unis. Les États-Unis suggèrent qu'il n'y a aucun moyen pour que la Russie ou qui que ce soit d'autre puisse avoir son mot à dire sur ces types de questions, mais nous soulignons que pour nous, il est absolument obligatoire de s'assurer que l'Ukraine ne devienne jamais membre de l'OTAN. To make sure that Ukraine never ever becomes member of NATO. Les États-Unis ont exprimé à plusieurs reprises leur soutien à l'Ukraine. Le président Joe Biden, lors d'un appel avec le président ukrainien Vladimir Zelensky le 27 janvier, a réaffirmé que Washington était prêt à répondre de manière décisive si la Russie envahissait l'Ukraine. Début février, Joe Biden a averti que les choses pourraient devenir folles très rapidement et a exhorté les Américains à quitter l'Ukraine dès que possible. Pendant ce temps, les dirigeants européens ont cherché des solutions diplomatiques. Le président français Emmanuel Macron s'est rendu à Moscou et à Kiev début février. Avant ces rencontres, il a passé une série d'appels téléphoniques avec ses alliés occidentaux, dont le Premier ministre britannique Boris Johnson, le président américain Joe Biden et le chef de l'OTAN Jens Stoltenberg. Poutine a qualifié sa rencontre de 5 heures avec Macron d'utile et constructive. Nous avons eu une discussion qui a permis d'enclencher une série de propositions sur lesquelles je crois pouvoir dire qu'il y a des termes de convergence entre la Russie et la France. Entre-temps, le 10 février, la ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, s'est rendue à Moscou et a rencontré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui a qualifié leurs entretiens de décevants. Il n'y a aucun doute que le stationnement de 100 000 soldats sur la frontière ukrainienne est mis en place pour directement menacer l'Ukraine. Les relations ne peuvent être normalisées que par un dialogue mutuellement respectueux et un dialogue égalitaire, un dialogue basé sur la reconnaissance des intérêts légitimes de chacun et la recherche de solutions mutuellement acceptables. Un jour plus tard, le format Normandie se réunit à Berlin. Ce groupement diplomatique, composé de l'Allemagne, de la France, de la Russie et de l'Ukraine, a été créé en 2014 pour trouver une résolution pacifique dans la région de l'Ukraine connue sous le nom de Donbass.
La Russie affirme qu'aucun progrès n'a été réalisé après près de 9 heures de discussion, tandis que l'Ukraine a émis une note plus positive. Malgré les efforts diplomatiques, aucune partie ne semble reculer, alors que les actions militaires se poursuivent. Les différentes parties effectuent des exercices près de la frontière ukrainienne. C'est vrai que depuis janvier, les efforts diplomatiques ont été déployés, mais malheureusement sans résultats significatifs. Et surtout vendredi dernier, le gouvernement américain a évoqué le fait qu'une attaque militaire pourrait être désormais imminente. Ils ont même proposé un scénario où l'opération militaire russe commencerait le 16 février, donc demain, par des bombardements aériens et pourrait inclure un assaut rapide contre Kiev. Donc c'est très précis. S'agit-il d'une provocation de la part des États-Unis? Oh, une provocation, peut-être. En tout cas, ça fait partie d'une tactique, une stratégie, hein. On peut s'étonner, hein, que les Américains agissent de cette manière, en proposant des scénarios, en expliquant que voilà, en donnant des dates plus ou moins précises d'une invasion. Mais on peut se demander dans quel but? Parce qu'en fait, ces informations sont vraiment des informations confidentielles qu'on doit partager dans les états-majors de l'armée pour préparer une riposte ou alors une stratégie. C'est pas le genre d'éléments qu'on va donner au public, en fait. Alors pourquoi ils jouent sur cette transparence? Ça, on peut s'étonner, hein, de pourquoi c'est cette manière de faire, la rendre publique. Alors est-ce que c'est pour éviter des dérapages, pour mettre la pression sur la Russie, pour éviter justement qu'elle commence à faire ce genre d'opération? Est-ce que c'est pour rapport avec ce qui s'était passé en Afghanistan aussi, avec ce retrait désastreux, donc essayer de trouver un moyen de sortir de cette possibilité de crise et d'évacuer des ressortissants américains, donner une raison pour les évacuer maintenant? On peut se demander, hein, quel est vraiment le but, mais le risque évidemment c'est de mettre la pression sur la Russie et puis de rendre un peu cette invasion inévitable. On a vu que la Russie a réagi très, très rapide. Elle a jugé comme étant de l'hystérie. Et comment comprendre cet acte des États-Unis, Elsa? C'est en quel intérêt ils ont fait ça? Bah moi, écoutez, je suis un petit peu comme Nicolas en fait. Si quelqu'un comprend la stratégie américaine, qui me l'explique, parce que moi, j'ai du mal à suivre en fait. Parce que si vous voulez, on est passé en fait de la fin novembre ou début décembre 2021 avec un Joe Biden qui disait de manière assez désinvolte, oui, bon, écoutez, si l'Ukraine se fait envahir par les Russes, c'est écrit, c'est un petit peu dans l'ordre des choses, c'est comme ça, on peut rien y faire. Et maintenant, c'est panique à bord, la Troisième Guerre mondiale arrive, évacuer tous l'Ukraine, c'est la catastrophe. Donc c'est un petit peu, effectivement, je suis un peu comme Nicolas, je me pose des questions. Pourquoi cette stratégie d'agiter le chiffon rouge de la guerre comme ça? Alors, j'ai pas fait de cours d'histoire militaire dans ma vie, mais je pense qu'effectivement, il peut s'agir d'une stratégie toute simple qui doit exister sans doute depuis l'Antiquité, d'effrayer un petit peu les populations qui sont sur place pour essayer de faire basculer l'opinion de son côté, c'est-à-dire de se faire encore passer une fois pour les sauveurs alors que les Russes seraient les grands méchants qui seraient prêts à dévorer le pays. Voilà, est-ce que c'est une stratégie destinée à faire peur aux Ukrainiens? Je ne sais pas, en fait les Ukrainiens c'est peut-être plutôt de leur côté qu'il faut regarder les choses. Je pense que l'attitude des Ukrainiens c'est peut-être plus le baromètre de la tension qu'il faut regarder. Et les Ukrainiens, eux, ils ne sont pas dans la panique. Et au contraire, l'attitude des Américains et également des Anglais, des Canadiens et des Australiens qui jouent un petit peu dans la même cour, hein, qui sont un peu dans la diplomatie du mégaphone, à crier comme ça à la panique. Les Ukrainiens sont assez sereins, ils sont assez calmes, ils sont stoïques et ils regrettent le geste des États-Unis de déplacer leur ambassade. Ils disent que c'est un geste regrettable. Eux, ils disent qu'il y a, pour l'instant, il n'y a aucune raison de s'alarmer, pas de raison de s'inquiéter. Donc, voilà, il y a quand même deux réactions différentes et je pense que c'est quand même du côté de l'Ukraine qu'il faut regarder et non pas des États-Unis. Oui, c'est vrai, hein, comme Elsa le dit, hein, le président ukrainien appelle au calme, hein, et à la retenue et pense toujours qu'il y a moyen de négocier, de pouvoir sortir de cette situation. Donc c'est assez paradoxal. C'est un peu paradoxal parce que les Ukrainiens qui devraient avoir le plus peur, ce ne sont pas eux qui crient à la guerre et qui crient à l'invasion. Mais Monsieur Su, on se pose beaucoup de questions vis-à-vis des États-Unis. Quel est votre avis sur sa stratégie et son but de ses actions? Bon, je pense que c'est pas nouveau qu'on a vu, c'est la répétition d'un processus qu'on s'appelle fabrication de l'ennemi. Surtout en te donnant, je dirais, la capacité d'influencer les médias avec ses services secrets, de diffuser telle information très intentionnelle pour, comme on dit, provoquer, je dirais, le changement de l'opinion, la panique,
ainsi les positionnements de chacun ou d'autre, etc. Et cette fois-ci, les Américains répètent cette opération. L'essentiel, c'est que d'une part, c'est-à-dire que sur les exigences ou la revendication de la Russie, les Américains répondent c'est plutôt à la traîne. Donc, on ne satisfait pas, on n'entre pas dans la négociation réelle. Et deuxièmement, en même temps, c'est qu'on mobilise, je dirais, on fait des positionnements surtout à travers les informations ou plutôt intox pour que, je dirais, que les choses s'évoluent plutôt favorablement à leur côté. Et troisième, je pense que si on peut faire le résumé, pour le moment, c'est encore les représentations théâtrales d'opération de l'un l'autre. C'est que la phase décisive, c'est-à-dire la négociation d'une certaine réorganisation structurelle de la sécurité de l'Europe, n'est pas vraiment, je dirais, entamée. Et finalement, c'est que parallèlement, si on voit, c'est qu'il y a tout de même, il y a une certaine machine, il y a une certaine, je dirais, chemin de révolution. C'est le nouvel accord de Minsk n'a pas produit, je dirais, un résultat, même c'est rudimentaire, non pas encore arrivé, je dirais, à l'auteur comme on le souhaite. Mais de son côté, les Russes ne montrent aucun recul. Moscou affirme avoir commencé à réduire sa présence diplomatique en Ukraine. Donc est-ce qu'une attaque militaire est vraiment imminente, comme les Américains l'assurent? Je pense que la dernière fois qu'on a déjà dit, moi je pense pas qu'on doit suivre un peu le rythme très intentionnel des informations venues de Washington. Je ne crois pas tellement à une attaque. Pour le moment, je dirais, c'est que c'est le bras de fer et chacun montre l'intention et que le moyen militaire comme des moyens de pression seulement parmi un des éléments. Bien sûr, c'est important, mais l'attaque, là, je dirais que si, par exemple, pour attaquer un pays comme l'Ukraine avec ses 40 millions d'habitants, alors la Russie aurait mobilisé beaucoup plus d'énergie de forces militaires. Là, c'est pas du tout le cas. Et la Russie semble en avoir la capacité, mais a-t-elle intérêt de mener une attaque militaire maintenant? Non, on peut difficilement comprendre quel est l'intérêt de la Russie d'envahir à grande échelle l'Ukraine. Alors déjà, ça provoquerait une réaction contraire, en fait, une russophobie, déjà des Ukrainiens qui verraient un pays frère les attaquer. Et même au sein de la population russe, on peut se demander comment la population russe réagirait par rapport à une agression d'un frère. Ils ont une origine commune, comme on l'a souvent répété. Donc attaquer un pays frère pour des raisons un peu troubles, ça paraît un peu compliqué à expliquer et à convaincre la population russe. Et également au niveau des pays d'Europe de l'Est, la plupart craignent beaucoup ce risque pour eux, pour leur propre sécurité. C'est pour ça que l'OTAN a renforcé donc ses contingents militaires dans les pays d'Europe de l'Est qui appartiennent à l'OTAN, notamment la Pologne par exemple, qui a tout souvent exprimé un peu sa crainte de la Russie. Donc si la Russie montre ses muscles et entre sur le territoire ukrainien et les attaques, évidemment, il y aurait tous ces pays d'Europe de l'Est auraient peur d'une possible invasion aussi de leur propre territoire. Donc, et pour les Russes, ça serait également beaucoup d'argent dépensé, beaucoup d'argent, et puis il y a des risques aussi de pertes humaines des deux côtés. Donc, bon, ça me paraît un petit peu, à mon avis, moi je crois pas trop à l'invasion à grande échelle. C'est pas dans leur intérêt de mener une attaque maintenant, mais ils continuent de diffuser des images d'exercices militaires en Biélorussie. On ne sait pas encore si cette concentration de troupes est du bluff ou c'est pour obtenir des concessions de l'Occitan. Et donc selon vous, est-ce que la tension remonte-t-elle réellement d'un cran ou c'est du bluff? Alors moi ce que je vois c'est que depuis que les États-Unis ont dit que l'attaque est imminente, je vois que du côté russe on est un peu redescendu au niveau de la pression et on est plus en sorte de retour un peu à la négociation justement, donc comme un vase communicant, et que donc il y a eu des annonces par le ministre de la Défense russe de l'arrêt de certains exercices militaires à la frontière russo-ukrainienne et puis en Biélorussie, comme pour montrer qu'on calme le jeu. Voilà, en fait c'est que des exercices militaires et qu'en fait on ne préparait pas une attaque. Bien qu'il y ait quand même des navires des navires russes qui sont en mer Noire et qui se déplacent, qui sont en train, comme disent les Américains, d'encercler l'Ukraine. Mais de l'autre côté, voilà, il y a ce retour un peu à la négociation et Sergueï Lavrov aussi, le ministre des Affaires étrangères,
russe a dit qu'on pouvait ressortir de cette situation par la négociation. Donc, vous parlez de retour des négociations. En tout cas, on en a eu beaucoup. C'est parce que depuis un bon moment, les échanges entre plusieurs parties se sont multipliés. Elsa, l'Europe a même essayé de servir de médiateur. A-t-elle réussi vraiment? Alors avant de répondre à votre question, Sandra, je vais juste dire quelques mots sur la personnalité d'Olaf Scholz, parce que vous savez que c'est son moment en ce moment. En fait, il prend un petit peu le relais d'Emmanuel Macron dans le rôle de médiateur européen dans cette histoire. Donc il s'est rendu hier à Kiev et il se rend aujourd'hui à Moscou. Alors le problème d'Olaf Scholz, c'est qu'il a 3 handicaps en fait. Contrairement à Emmanuel Macron. Son premier handicap, c'est que il est nouveau sur la scène internationale, entre guillemets. Il vient juste d'entrer en pouvoir en Allemagne. Donc, effectivement, il maîtrise peut-être moins bien les dossiers que l'aurait fait, par exemple, Angela Merkel. Son deuxième handicap, c'est que les Ukrainiens l'accusent d'être un petit peu pro-russe. Parce que si vous voulez, Olaf Scholz, qui était à la tête du SPD pendant que Gerhard Schröder était chancelier d'Allemagne, Gerhard Schröder, c'est quelqu'un qui a toujours été controversé pour son rapport avec la Russie. D'ailleurs, il vient d'entrer au conseil d'administration de Gazprom, qui est le géant du gaz russe. Donc voilà, il est un petit peu suspecté de collusion, entre guillemets, avec la Russie. Troisième handicap, c'est qu'il a également froissé la Russie récemment en empêchant, vous savez, la chaîne d'information russe RT, d'émettre en Allemagne en allemand. Donc ça n'a pas plu aux Russes. Il plaît pas non plus tellement aux Ukrainiens et il est un petit peu nouveau là-dessus. Il a été aux États-Unis, on voit que ça n'a pas donné grand-chose, ces discussions avec Joe Biden. Donc c'est pour vous dire que c'est un petit peu le nouvel homme en ce moment, c'est un petit peu l'homme fort, entre guillemets, de l'Europe, mais il est sans doute moins à même d'Emmanuel Macron de ramener des choses positives. Et pour répondre en fait à votre question, est-ce qu'il y a eu des efforts diplomatiques de la part de l'Europe? Alors c'est clair qu'on ne peut pas lui enlever ça, elle a tout fait en son pouvoir pour essayer d'apaiser le jeu. Mais bon, on voit que la Russie s'est un petit peu solidifiée de son côté. Je ne sais pas si on peut dire qu'il va y avoir des choses forcément très positives dans les prochains jours. Là, moi, je vais ajouter, premièrement, c'est que bien sûr, on peut dire inexpérience de nouveau chancelier allemand. Là, mais c'est pas si important. Ce qui est essentiel, premièrement, c'est qu'on dit souvent la stratégie, l'intérêt des Occidentaux. En réalité, c'est que ceux des États-Unis et ceux de l'Europe sont différents. Là, il faut voir. Le deuxième, c'est surtout une capacité de dissuasion de Français et de l'Allemagne sur les pays, et je dirais, les pays européens occidentaux, comme la Pologne, les pays baltes et l'Ukraine. Là, pour le moment, on voit que c'est pas encore, je dirais, si facile. Et troisième, je pense surtout, c'est que c'est le changement de rôle. Pour le moment, je dirais que jusqu'à maintenant, c'est que les Européens jouent plutôt quelqu'un je dirais, qui transmet le message. Mais quand ils arrivent vraiment je dirais, un co-décideur sur leur propre destin, où finalement, on est obligé de suivre un peu la logique de Washington. Là, c'est une épreuve pour la capacité, l'autonomie et l'indépendance de défense réelle de Bruxelles. Vous suivez l'émission Essentielle et on attend toujours vos messages pour participer à notre discussion. On parle du point chaud, l'Ukraine. Les tensions montent. La situation semble s'accélérer depuis ces derniers jours avec la position de plus en plus agressive des États-Unis. Les nombreux échanges diplomatiques ont eu lieu. Depuis plusieurs semaines, sont-ils tombés dans l'impasse? On en parle avec nos invités. Et selon les dernières informations, des forces russes déployées depuis des semaines près de la frontière ukrainienne ont commencé à retourner dans leur cargaison. Donc, est-ce que ce sera un tournant de l'histoire de cette crise ukrainienne? Alors moi, je dirais que ça va dans le sens de ce que j'avais dit tout à l'heure, que la désescalade maintenant va du côté russe en fait. On essaye de montrer que
voilà, maintenant... Est-ce que c'est une concession? Est-ce que c'est un recul? Est-ce que ça montre la volonté de aboutir à quelque chose? Je pense que ça montre la volonté de retourner à des négociations et éviter en fait que ça aille trop loin et qu'on mette le feu au baril de poudre. Avant ça, une mesure un petit peu de relâchement qui va être, je pense, plutôt bien vue, en tout cas du côté européen, des États-Unis, ça je ne sais pas, mais du Royaume-Uni. En tout cas, l'Europe, si elle est par la France et l'Allemagne, la voie de la France et l'Allemagne, va être plutôt soulagée de ce retrait hein, progressif peut-être, hein, et temporaire, on ne sait pas. Mais ce que je voulais dire, donc, c'est que pour l'Allemagne, elle a un petit peu changé de ton aussi, puisqu'on accusait l'Allemagne d'être un peu timorée, de ne pas vraiment s'investir pour aider l'Ukraine et de ne pas vouloir froisser le géant russe parce qu'ils avaient des accords notamment de gaz avec eux. Mais en fait, c'est vrai que le président allemand a dit hein, qu'il fallait rester ferme et éviter toute invasion d'un pays par un autre pays. Donc une sorte de mise en garde hein, à la Russie en disant que voilà, l'Allemagne se rangera du côté des alliés, de l'OTAN, de la France et des États-Unis, entre autres, pour éviter donc cette invasion de l'Ukraine. Donc voilà, maintenant que le chancelier arrive en Russie, à Moscou, pour discuter avec Vladimir Poutine, il y a ce retrait. Je pense que les négociations ont l'air de repartir d'un bon point. Et Elsa, est-ce que vous êtes aussi confiante, vous êtes aussi positive sur le fait que les forces russes déployées depuis des semaines près de la frontière à Ukraine ont commencé à retourner? Comment comprenez-vous ce message? Ça pourrait être un signe encourageant de la part de Moscou. Le problème, c'est que en fait, le personnage de Vladimir Poutine a changé. Si vous voulez, quand il y a eu cette conférence de presse avec Emmanuel Macron suite à leur long entretien de 5 heures fleuve, qui a fait beaucoup couler d'encre, il y avait eu une sorte de... Voilà, tout le monde avait un petit peu respiré en se disant « Allez, ça y est, on commence à s'acheminer vers une désescalade, c'est bon signe ». Sauf qu'en revoyant les images de cette conférence de presse et en lisant les analyses qui ont été faites un petit peu par la suite, le bilan n'était peut-être pas si positif que ça. C'est-à-dire qu'en fait, Emmanuel Macron, en off, aurait confié à ses proches qu'il avait trouvé que Vladimir Poutine avait vraiment changé, qu'il s'était beaucoup endurci, qu'il avait eu du mal à en placer une quand le président russe partait dans des longs monologues où en fait il revenait beaucoup en arrière, qu'il faisait beaucoup de révisionnisme historique, qu'il revivait des souvenirs de la Grande Russie, etc. Et il a trouvé qu'en fait c'était pas vraiment quelque chose de très encourageant de la part de la Russie de revenir en arrière comme ça vers un rêve de Grande Russie. Est-ce que Vladimir Poutine cherche à refaire revivre cette Grande Russie? Je ne sais pas, mais en tout cas, Emmanuel Macron a trouvé que son interlocuteur russe avait changé et qu'il était braqué en fait, qu'il était borné. Et vous savez que Vladimir Poutine, il va bientôt avoir 70 ans. Est-ce qu'il est dans une position à se dire « Moi, j'ai plus rien à perdre. Voilà, j'ai réussi en interne, si vous voulez, à faire de la Russie, à remettre la Russie sur une grande place internationale, à en faire une puissance gazière, à en faire... un interlocuteur de choix, et maintenant, est-ce qu'il veut réussir son coup à l'international en disant « Moi, j'ai plus rien à perdre, maintenant, je fais un peu ce que je veux, je suis le seul interlocuteur valable pour Joe Biden ». Voilà, c'est une question qui peut se poser. Moi, je suis un peu partagée. En fait, j'étais assez confiante au début, j'étais assez positive, et je le suis malheureusement de moins en moins, alors sans tomber dans l'alarmisme façon américaine, mais je pense qu'il faut vraiment rester très prudent. On est encore dans la phase de l'hypothèse. Sur ce point, je vais ajouter, pour le moment, on est dans une période, je dirais, de bras de fer psychologique. On peut continuer à faire exercice, on peut faire le reculer, retourner à caserne. Mais là, c'est pas l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est est-ce que la Russie a changé, a modifié ses objectifs stratégiques? Là, pour le reste, c'est le changement de moyens et de recettes. Je dirais, on peut stopper, on peut déclarer, bon, c'est la fin de l'exercice, mais de nouveau, on peut relancer, s'organiser de nouveau. Donc là, c'est pas essentiel. L'essentiel, pour le moment, je pense, si on suit par exemple les propos de commentaires d'Elsa, moi je pense, c'est surtout que est-ce que la Russie veut à travers durcir le ton pour forcer que Washington revienne effectivement sur la table de négociation. Là, c'est essentiel. Moi, j'ai proposé
mes revendications. Est-ce que vous me donnez la réponse? Ça suffit ou non? Il y aurait, je dirais, un marchandise, vente aux chères, etc. Quand on dit, je dirais que exercice ici et là, escalade marine, et là, c'est le moyen supplémentaire pour, je dirais, atténuer, modifier, forcer ou disons coactionner la pression. Donc vous pensez que la Russie, peut-être, il est en train de changer la stratégie et probablement c'est une autre stratégie pour obtenir des concessions de l'Occitan? C'est possible. Hein. Moi, je ne pense pas qu'il y a pour le moment un changement fondamental. Mais probablement, si on voit certains signes, je dirais d'une part, c'est qu'à la différence de Washington, les Européens sont plutôt préoccupés de leur sécurité. Et ils proposent certaines, je dirais, moyens ou recettes intermédiaires. Et deuxième, c'est probablement plus important, même si peut-être pour le moment, c'est que les médias ne donnent pas suffisamment, c'est que la classe politique ukrainienne commence à changer un peu le ton. Finalement, est-ce qu'il faut choisir une certaine neutralité ou une exigence, ou je dirais l'adhésion absolue de l'OTAN, ou finalement on accepte une certaine division fondamentale pour l'Ukraine, c'est-à-dire en abandonnant un peu l'est du pays. Là, on voit que maintenant, la classe politique à Kiev commence à se produire certaines voix un peu dissortantes et diversifiées. Donc est-ce qu'on peut dire maintenant, on peut croire que maintenant les échanges diplomatiques ne sont pas vraiment dans l'impasse? Maintenant ils sont de retour, les négociations sont de retour. Elsa, est-ce que vous êtes confiante Moi, je que pense que les oui. négociations Je pense que vont oui, être en de fait. retour? Oui, je le pense. Je pense qu'en fait, Emmanuel Macron va reprendre un petit peu le dessus sur Olaf Scholz, qui, à mon avis, enfin, les rencontres avec Olaf Scholz ne donneront pas grand-chose. Je pense qu'Emmanuel Macron va reprendre et va essayer de reprendre le dessus. On l'a vu, Et hein, de en toute plus, façon, lui, depuis pour le rebondir début, sur il est ce que vous avez dit sur les échanges téléphoniques pendant le week-end dernier entre le président Poutine et son homologue français et puis américain. Et apparemment, le président Macron n'a pas vraiment la même évaluation de la situation de la crise ukrainienne que les États-Unis. Pas du tout. Oui. Alors lui, il est toujours dans l'apaisement, il est dans l'apaisement. Alors certes, il y a eu des petits messages comme il a conseillé en fait aux ressortissants français en Ukraine de faire attention. Il a déconseillé de voyager vers l'Ukraine. De toute façon, qui conseillerait à quiconque de voyager vers l'Ukraine en ce moment? C'est pas le moment, très clairement. Donc c'est plutôt des mesures de bon sens. Lui, il est très calme et je pense qu'il croit toujours à la situation diplomatique qui, à mon avis, sera effectivement aussi la seule. Et effectivement, il est complètement à contre-pied de Biden, Johnson et Morrison. Donc c'est clair. Donc de toute façon, pour toutes les parties, il est certainement pas dans leur intérêt de voir un conflit armé se réalise, mais tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, cette montée de tension doit aboutir à quelque chose. Nous allons continuer à suivre l'évolution de la crise en Ukraine. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Merci Nicolas et merci Elsa et Monsieur Su de votre partage. Je vous dis à très bientôt sur CGTN Français dans une autre édition de l'Essentiel.